Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme le titre l'indique, je vais vous parler d'une des pires histoires qui se sont passées en psychiatrie, si ce n'est la pire. Certains sont friands d'histoires qui finissent mal, eh bien, vous allez être servis. Il est possible que vous connaissiez déjà cette histoire, mais je vais la raconter à ma façon. Et petite précision pour finir, entre les faits, la reconstitution, les aveux, les différents témoignages, etc., il se peut qu'il y ait quelques petites inexactitudes. Éteignez les lumières et glissez-vous sous la couette, l'histoire va commencer. On commence par l'histoire de vie et les antécédents du protagoniste de notre histoire, Romain. Donc Romain a une enfance assez classique dans l'ensemble. Des parents présents et rien de traumatisant a priori. Il y a tout de même déjà quelques petites choses atypiques qui expliquent peut-être en partie la suite des événements. Il déménage souvent car son père est militaire, ce qui peut logiquement être assez déstabilisant pour un enfant. Il ne supporte pas d'être séparé de sa mère et peut même se montrer très jaloux si elle se trouve au contact d'hommes. Il lui arrive aussi parfois de faire des dessins assez gore, avec du sang, des membres coupés, des têtes coupées. Alors il rencontre des psychologues sans qu'un suivi ne soit mis en place. Il a des difficultés scolaires et il chahute beaucoup en classe. Finalement, il est encouragé à partir en lycée professionnel, ce qu'il fait, et il obtient un CAP de cuisinier. Donc là, Romain, il a environ 18 ans, il consomme beaucoup de cannabis, ce qui augmente les risques de développer des maladies mentales, en particulier la schizophrénie. Il s'isole beaucoup, reste enfermé dans sa chambre des journées entières, où il s'occupe en jouant à des jeux vidéo et en écoutant du rap. Il a des comportements très étranges, notamment sur le plan alimentaire. Il ne se nourrit que de jus de fruits et de litchi. Au-delà de ça, ses parents l'entendent aussi pousser des grognements et ricaner étrangement. À ce moment-là, il est régulièrement en proie à des idées délirantes. Il a notamment l'impression d'être entouré de zombies et il est un peu mégalo. Il explique être grand et fort. Ses parents tentent de l'emmener voir un psychiatre, ce qu'il refuse catégoriquement. À 19 ans, il a un accident de la route et se retrouve hospitalisé avec de nombreuses fractures. Assez vite, il a une bouffée délirante pendant son hospitalisation et dit au personnel soignant qu'il est un surhomme entouré de zombies et que seul le cannabis et les fruits peuvent le guérir. Il est du coup enfin vu par un psychiatre qui pose le diagnostic de schizophrénie. Romain est alors transféré en hôpital psychiatrique. Il y reste 2 semaines et sort stabilisé par un traitement antipsychotique. Malheureusement, il est anosognosique, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de ses troubles et donc il nie être malade, arrête très vite son traitement et bascule à nouveau dans la maladie. Les consommations de cannabis augmentent et il commence à sortir de chez lui, constamment armé d'un couteau. Il est tout de même hospitalisé en psychiatrie 3 fois au total avant l'événement fatidique. Un jour, Romain part acheter du cannabis dans une des cités de la ville et, sans qu'on sache pourquoi, les dealers le tabassent. Il y a du monde dans la rue à ce moment-là, mais personne ne vient l'aider. Cette agression provoque beaucoup de haine en lui et une envie de vengeance qui le mène à sortir dans la soirée 2 jours plus tard. Donc vers 23h, il prend un long couteau de cuisine et sort avec son chien. Il explique avoir des pulsions à ce moment-là et il marche 2 km pour rejoindre la cité où il s'est fait agresser. Une fois arrivé, il cherche ses agresseurs mais ne les trouve pas. Il est alors, dit-il, attiré comme un aimant vers l'hôpital psychiatrique où il a été interné pour rien. Il marche de nouveau, 4 km cette fois-ci, rentre dans l'hôpital via un parking à l'arrière et fume un joint à côté d'un arbre. Il se dirige alors vers le pavillon où il a été hospitalisé, mais celui-ci est désert, il ne trouve personne. Il se dirige donc vers un pavillon où les lumières sont allumées, celui de gériatrie. Il fait le tour du bâtiment et trouve toutes les portes fermées. Il voit alors un vasistas et le dévisse à l'aide d'un petit couteau pour entrer dans le bâtiment. La fenêtre est alors tombée et s'est brisée au sol. À ce moment-là, c'est la nuit, il vient de faire beaucoup de bruit et donc il va se cacher plus loin avec son chien et guette pour savoir si des gens ont entendu et viennent voir ce qui se passe. Il constate qu'il n'y a aucune réaction et il décide de rentrer dans le pavillon. Il avance alors, couteau à la main. Une porte d'un bureau s'ouvre alors et il tombe nez à nez avec une infirmière qui lui demande ce qu'il fait là. Il ne répond pas et la poignarde. Il entre dans la pièce dans laquelle se trouve une aide-soignante. Il se jette sur elle et la poignarde également. Le lendemain, c'est une scène d'une horreur rare qui est découverte. Il est environ 7h du matin et l'équipe de jour, qui vient d'arriver, constate qu'une vitre du pavillon est cassée. Ils appellent donc la police pour signaler une effraction. 2 agents de police arrivent rapidement sur les lieux où les attendent 4 infirmiers. Les policiers constatent qu'il y a effectivement un carreau cassé, mais qu'il y a également du sang sur la fenêtre.
Il demande alors aux soignants d'ouvrir la porte et les agents entrent dans le service. Ils fouillent la première pièce qui est vide. Ils continuent dans le couloir et aperçoivent rapidement des gouttes de sang au sol. Ils pensent qu'il s'agit de celui du voleur qui se serait blessé avec la vitre cassée. Ils suivent alors les traces de sang en espérant tomber sur l'individu qui est entré par effraction. Ils continuent d'avancer et arrivent dans un couloir au milieu duquel se trouve une véritable mare de sang. Et sur cette mare de sang se trouve une masse qu'un des deux policiers n'arrive pas à identifier. Son coéquipier demande alors « Mais elle est où la tête ?» Et c'est là que le premier policier comprend qu'il a devant lui une première victime. On est au moment des périodes de Noël, donc il y a un sapin de Noël devant lequel les deux agents passent. Et ils arrivent devant une télévision. Et sur cette télévision est posée la tête de l'infirmière. Ils se dirigent ensuite vers le bureau, resté allumé, en espérant y trouver le tueur. Un policier pousse la porte et il trouve en fait la deuxième victime face contre sol. Ils ont du mal à en croire leurs yeux. Ils ont l'impression de rêver face à cette scène d'horreur surréaliste et d'une violence inouïe qu'on ne voit habituellement que dans les films. Les rapports des médecins légistes rapportent des meurtres d'une extrême violence et un véritable acharnement de la part de l'auteur. Il y a du sang absolument partout, sur les portes, sur les murs, mais également des morceaux d'os et de chair éparpillés un peu partout. La première victime, l'infirmière, a été frappée dans le dos avec une arme blanche à plusieurs reprises, avec tellement de force que la lame est ressortie de l'autre côté, au niveau du thorax. Les dégâts provoqués sont majeurs, le poumon est perforé. Il n'y a pas de traces laissant penser qu'elle se soit défendue, et compte tenu de la localisation des blessures, dans le dos, les médecins légistes pensent qu'elle a été attaquée par derrière et n'a pas réalisé ce qui s'est passé, contrairement à ce qui sera rapporté par l'auteur des faits. La deuxième victime, l'aide-soignante, a de nombreuses plaies et lésions causées par une arme blanche, mais situées plutôt à l'avant du corps. Elle a reçu un total de 16 coups avec l'arme blanche. L'artère aorte et l'artère pulmonaire sont percées. Celle-ci a des traces de défense sur les mains et les bras, signe qu'elle a fait face à son agresseur et a cherché à se défendre. La profondeur et la taille des plaies permettent de déterminer que la lame de l'arme blanche fait environ 20 cm. Il n'y a pas de traces de violence sexuelle et la tête aurait été sectionnée après les deux meurtres. Une enquête poussée a lieu. L'hôpital et ses environs sont passés au peigne fin. Il y a tout un tas d'indices qui sont retrouvés, notamment des vis, et ça c'est important pour la suite. Les empreintes et l'ADN du meurtrier sont retrouvés, mais il n'y a aucune correspondance dans la base de données de la police. Les enquêteurs vont explorer différentes pistes, mais aucune ne va les mener à quoi que ce soit. Environ un mois et demi plus tard, vers 22h30, il y a 3 policiers de la BAC en civil qui font une ronde dans le centre de la ville. Sur un petit muret, ils remarquent un homme qui fume un joint, à l'aise. Vous l'aurez deviné, cet homme, c'est Romain. Ils vont donc descendre de voiture, enfiler leur brassard et le contrôler en lui demandant ses papiers. Romain descend alors du muret, se met en face des 3 hommes et il leur répond « Vous ne me contrôlerez pas, je suis en bas de chez moi ». Il plonge la main dans sa poche, les policiers le laissent faire en pensant qu'il va sortir ses papiers d'identité. Et c'est en fait un pistolet qu'il sort, avec lequel il met en joue l'un des 3 agents. Et il tire. Le coup ne part pas. Il vise alors un autre policier et appuie de nouveau sur la détente. Le coup ne part pas non plus. Les 3 agents sortent leurs armes et le braquent. Ils ne tirent pas pour éviter à tout prix de toucher quelqu'un d'autre par mégarde dans cette rue populaire. Ils lui hurlent de lâcher son arme, ce qu'il ne fait pas. Il recule, l'arme au poing, dirigé vers eux. Il se cache derrière une voiture et tente à nouveau de tirer. Par chance, il n'y a toujours aucune détonation. Les policiers lui arrachent l'arme des mains et le neutralisent. Il découvre alors une lame dans son autre main et une mâchoire d'animal dans ses cheveux
qui lui sert de barrette. Il est emmené au commissariat et mis en examen pour tentative de meurtre. L'arme est analysée, elle fonctionnait très bien. Ce sont les munitions qui étaient heureusement défectueuses. Son casier est vierge, mais une plainte a été déposée contre lui la veille par sa petite amie qui l'aurait agressé avec une lame. Romain tient des propos délirants et va rapidement être montré à un psychiatre. Celui-ci vérifie les antécédents et se rend compte que l'interpellé a déjà été hospitalisé 3 fois en psychiatrie pour schizophrénie. Il requiert une hospitalisation d'office, donc sous contrainte, pour Romain. Par chance, ce jour-là, le capitaine chargé de l'affaire du double homicide est présent et il a une bonne intuition. Il va interroger le jeune homme, qui reconnaît bien la tentative d'assassinat sur les 3 agents de la BAC, mais nie être impliqué dans le double meurtre de l'hôpital psychiatrique. Ils vont cependant rapidement s'apercevoir que la chaussure qu'il porte correspond aux empreintes trouvées sur la scène de crime, et il a une cicatrice sur l'une des mains qu'il pourrait s'être fait en escaladant la fenêtre cassée du pavillon. Une analyse ADN est en cours et des policiers sont envoyés au domicile du suspect pour une perquisition. Les policiers découvrent des posters de femmes avec du sang dessiné au niveau du cou. Les posters sont accrochés au mur avec des vis identiques à celles retrouvées sur la scène de crime. Les résultats des analyses ADN tombent alors et correspondent avec les prélèvements faits dans le pavillon. Très vite, le meurtrier avoue tout. Vous vous demandez peut-être pourquoi des vis ont été retrouvées sur la scène de crime? Eh bien, c'est parce que Romain en mettait dans ses poches, car il pensait que ça le protégeait de chiens susceptibles de l'attaquer. Il donnera également plusieurs explications concernant la décapitation. Il évoque une hallucination. Il explique qu'après avoir poignardé l'infirmière, il pensait qu'elle était morte et fut surpris de la trouver assise contre un rideau. Il a pensé alors se retrouver face à une mort vivante qu'il devait décapiter pour la tuer. Il a ensuite posé la tête sur la télé, qui serait un instrument de surveillance par excellence. Il expliquera également avoir posé la tête sur la télé pour montrer qu'il peut être violent lui aussi. L'affaire sera très médiatisée en raison de la décapitation de l'une des victimes. La justice décidera très rapidement d'un non-lieu psychiatrique. Ceci veut dire que Romain aura des soins psychiatriques et ne sera pas jugé. Les familles des victimes feront appel de cette décision qui sera pourtant maintenue. Et même le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, se positionnera contre ce non-lieu psychiatrique. Romain sera envoyé en unité pour malades difficiles. Ce sont des unités conçues spécialement pour les malades psychiatriques les plus dangereux. Les conditions d'hospitalisation y sont semblables, à certains égards, à celles d'un emprisonnement. Il y restera pendant 18 ans, avant d'être envoyé en unité d'hospitalisation psychiatrique classique, il y a quelques mois, le 15 septembre 2023. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner, mais aussi partager mes vidéos à vos proches susceptibles d'aimer le contenu que je propose. Et comme certains le savent peut-être déjà, je suis infirmier en psychiatrie. Donc vous pouvez me poser des questions sur l'affaire en commentaire, notamment si vous souhaitez avoir un éclairage du point de vue psychiatrique. Je répondrai à vos questions et commentaires du mieux que je peux, comme d'habitude. Et pour finir, j'aimerais partager avec vous un adage que nous avons en psychiatrie. Il y a plus de malades mentaux à l'extérieur des murs de l'hôpital qu'à l'intérieur. Donc, méfiez-vous.